sais, les EHPAD ont très mauvaise presse et ce mode d'accueil des personnes âgées est de plus en plus remis en question. Faut-il dès lors envisager leur suppression, au contraire les faire évoluer? Quel est peut-être le sens de toutes ces transformations? Pour répondre à ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Loïc Bertrand, fondateur du groupe Corse, un groupe proposant une architecture adaptée, répondant aux besoins des personnes les plus fragiles. Merci beaucoup d'être là. Oumou Kofalak, vous êtes directrice de la Cité des Aînés gérée par Elésio Santé. On aura l'occasion de revenir sur ce que fait la Cité des Aînés. Alors nous avons aussi Natacha Leca, mais qui est cette fois-ci en duplex, qui est directrice nationale des personnes âgées au sein du groupe Vive 3. Donc je vous remercie de votre présence à distance. Voilà. Et enfin, Thierry Calva, merci d'être présent. Vous êtes sociologue et fondateur du Cercle Vulnérabilité et Société, qui produit très régulièrement un certain nombre d'études sur... on va dire pour parler large, l'adaptation de la société au vieillissement, à ce fameux défi démocratique. Thierry Calva, cette question elle est un peu provocante, faut-il supprimer les EHPAD? Est-ce que le modèle actuel des EHPAD est-il en train de montrer ses limites? Et s'il y a limite, quelles sont-elles? Très bien, merci de cette question. Et je sens que l'ensemble des personnes qui nous regardent sont très attentives à la réponse que je pourrais apporter. Vous êtes écoutés. Juste sur ce point-là, oui. je rappellerai juste la raison pour laquelle Dieu a créé les prévisionnistes, c'est pour rendre le métier d'astrologue beaucoup plus acceptable. Très bien. Donc, vous voyez, au moment où je réponds, j'ai quand même conscience de la responsabilité qui est la mienne. En fait, pour faire extrêmement court et peut-être aussi pour lancer la réflexion, moi, il me semble qu'il y a des limites aujourd'hui qui sont au moins de 3 ordres. Vous avez aujourd'hui, mais ça a été déjà dit, donc je ne vais pas rentrer dans un détail fortuné, des limites économiques qui font qu'on a une prise en charge avec un appel de besoins de plus en plus important. C'est ce fameux reste à charge aussi. Qui est le fameux reste à charge et qui est finalement le coût global pour la collectivité que le Haut Commissariat au Plan a récemment évalué à 1 demi-point de PIB de plus dans la prise en charge de la dépendance d'ici 20 ans. Donc on va passer de 1% à 1,5% du PIB dans le cadre d'un PIB qui lui-même est sans doute appelé, je ne vais pas vous dire à se contracter, mais en tout cas à être dans une croissance très molle, ce qui veut dire qu'il y aura des arbitrages. Il y a une deuxième limite qui est aussi une limite volumétrique, c'est-à-dire que quand on voit le volume de personnes qu'il faut accueillir de plus en plus avec un doublement de la dépendance à un horizon, là encore, de 20 ans à peu près, ce qui fait que si on développait de façon massive l'EHPAD, il faudrait quasiment doubler le parc d'EHPAD, ce qui semble, quand on regarde les prévisions du BIP et éventuellement même du syndicat de la construction en France, toutes les deux pointent le fait qu'on va être sur de la construction tendanciellement en baisse, voire en très forte baisse, du fait des enjeux écologiques. Donc on est quasiment divisé par 2. Ce qui veut dire qu'on va être quand même dans une situation contrainte. Mais moi, il me semble que la troisième limite qui mérite d'être interrogée, c'est la limite sociologique. C'est-à-dire, on va accueillir, et peut-être que vous pourrez témoigner d'ailleurs, de l'accueil de nouvelles générations, qui sont des nouvelles générations qui n'ont pas forcément les mêmes attentes que celles qui les ont précédées. Alors, c'est quasiment un truisme que de le dire. C'est la fameuse génération 68. C'est la fameuse génération. Et sur ce point, il y a, moi, il me semble, deux résultats qui sont issus d'une même étude qui sont intéressants, puisqu'ils montrent à quel point, aujourd'hui, il va y avoir, je ne sais pas si c'est une limite, mais en tout cas une adaptation nécessaire du système. On a interrogé en 2019 des personnes qui avaient plus de 60 ans. Il y a une étude qui avait été menée par le Cercle, donc avec un panel assez robuste de personnes, et on leur demandait ce que c'était, bien vieillir, et ce que c'était pour eux, en deux, l'arbitrage qu'il fallait faire entre sécurité et liberté. Quand vous interrogez les gens, et je parle des fractions les plus jeunes, en ordre de grandeur, quand vous posez la question de l'ordre d'importance, vous avez aujourd'hui 50% des gens qui vous disent que l'enjeu majeur pour eux, c'est la liberté avant la sécurité. Quand vous allez vers les générations les plus vieilles, vous tombez à 20%. C'est dire qu'il y a une propension à un désir de liberté que ne semble pas offrir, au moins en première analyse, l'EHPAD. Et puis la deuxième question, puisqu'on a pas mal évoqué la question du bien vieillir, qui était aussi, qu'est-ce que pour vous bien vieillir? On avait proposé de façon un peu taquine 2 bornes, qui étaient l'une, est-ce que bien vieillir, c'est être bien entouré, quitte à être malade,
ou être en bonne santé, quitte à être mal entouré, de bornes extrêmes. C'est intéressant. Mais qui sont intéressantes parce qu'elles permettent un positionnement des personnes. Et bien là encore, vous êtes à peu près sur les mêmes étiages. Vous avez plus de 50% des générations les plus jeunes, parmi celles qui ont plus de 60 ans, qui vous disent qu'en fait, c'est d'abord d'être bien entouré avant d'être dans une bonne santé. D'accord. Donc, ce qui est aussi une limite, c'est comment on adapte, finalement, on s'adapte à une nouvelle génération. D'accord, très bien. Loïc Bertrand, justement, sur ces fameuses limites, j'imagine que vous en partagez quelques-unes. Est-ce qu'il y en a d'autres dans notre modèle actuel d'EHPAD ? En fait, pour rebondir sur ce que vient de dire Thierry, de façon très claire, on sait que l'EHPAD aujourd'hui est rentré dans une crise systémique multifactorielle, ça c'est clair, et que donc traiter un des sujets ne suffira pas. Mais si moi je veux rester sur un des sujets qui est celui de l'accueil, aujourd'hui ce que nous on voit régulièrement quand on est sur des projets, on va dire, de création d'établissements ou de recréation d'établissements, c'est en fait le schéma d'EHPAD, alors je vais être un peu trivial, mais d'EHPAD fourre-tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'EHPAD va accueillir la totalité des personnes âgées, quelles que soient les pathologies, et j'ai presque envie de dire quel que soit l'âge, puisqu'aujourd'hui, on va avoir des Alzheimer jeunes qui rentrent, et on va se retrouver dans un établissement avec des personnes autonomes, des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, des personnes dépendantes, des personnes très dépendantes. Et même des personnes parfois peu âgées, puisqu'il y a des personnes en situation de handicap vieillissant, donc qui arrivent à 65 ans. Des schémas PHV à l'intérieur. On va se retrouver avec toutes ces personnes qui rendent, en fait, finalement, la lisibilité de l'EHPAD quasi nulle. Et en fait, l'EHPAD devient, et aux yeux des familles, comme aux yeux de la population, un endroit où on va mettre toutes les personnes âgées, finalement. L'EHPAD est l'accueil de la personne âgée au sens large. Et le point qui, dans un schéma de transformation, enfin Kevin Charras en a parlé juste avant, est l'injonction nationale associée. C'est-à-dire que pour sortir l'EHPAD de cette problématique, on s'est dit on va l'insérer. Donc on va mettre toute une liste de mots associés pour transformer l'EHPAD. Alors on va avoir le mot inclusif, on va avoir le mot intergénérationnel, on va avoir le mot domiciliaire, et tout ça finalement ça doit donner un point. Du futur aussi. Du futur. J'allais dire même ça va donner un point qui est assez intéressant, qui va s'appeler l'EHPAD de demain. Alors nous on se bat corps et âme contre la notion d'EHPAD de demain. Parce que déjà, c'est une préemption de la réflexion future, tout simplement. C'est de dire que si je suis déjà dans l'EHPAD de demain, je suis tranquille, j'ai plus besoin de réfléchir. Donc non, on est à peine dans l'EHPAD d'aujourd'hui, qui lui, en plus, en tant que tel, est déjà peut-être l'EHPAD du passé. Et déjà l'EHPAD du passé, mais parce qu'il ne correspond pas aux attentes. Enfin, c'est un peu ce que disait Thierry. Donc, et pour donner en fait un exemple très concret de ce genre de choses, nous sommes en train de travailler sur un schéma actuel de reconstruction d'un EHPAD public, où on nous a demandé de reconstruire un EHPAD de 200 places, dans un schéma où on va mettre toutes les personnes que j'ai citées à l'intérieur, et par contre on nous expliquait que c'était un EHPAD absolument génial, parce qu'il a un tiers-lieu, une crèche en rez-de-chaussée, et des pseudo-petites unités de vie. Cet EHPAD sera exactement à la fin, donc en 2026, dans le même état que tous les EHPAD des 15 dernières années. Par contre, on s'appuie sur des injonctions nationales qui définissent l'EHPAD de demain, qui maintiennent l'EHPAD malgré tout dans une transformation qui n'existe pas. Et donc je pense, pour rebondir sur ce que disait Thierry, que globalement aujourd'hui, on ne pourra pas gérer ce genre de choses en restant sur cette notion d'EHPAD de demain. Il faut changer le paradigme dans sa globalité. D'accord. Madame Kofalak, est-ce que vous souhaitiez réagir justement à ces analyses autour des limites de l'EHPAD actuel, autour du fait que justement on mélange un peu un nombre de populations très différentes, et aussi on rajoute quelques petits... Alors je ne vais pas être provocateur et de parler forcément de gadgets, mais en tout cas d'injonctions nationales qui viennent justement agrémenter un existant qu'on ne change pas vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est que moi, je vais témoigner des difficultés rencontrées sur le terrain. Après, vous parlerez de choses plus positives. Plus positives. Par la suite, c'est prévu, effectivement. C'est prévu. Au niveau des difficultés, nous rencontrons une difficulté au niveau des EHPAD qui ne sont plus adaptés, avec des bâtiments vétustes qui sont déjà un usage qui est différent, puisqu'à l'origine, c'était des foyers de logement, des foyers résidences qui ont été convertis et évolués à un EHPAD avec une médicalisation. Donc on a un modèle avec une faible médicalisation
avec des conséquences d'attractivité pour les résidents et pour les salariés. La deuxième difficulté que j'ai envie de témoigner, ce sont au niveau des ressources humaines. Nous avons des tensions de ressources humaines au niveau du recrutement. Nous avons des difficultés à recruter des aides-soignants, des infirmières, des médecins coordonnateurs. Oui, il y a 30% des EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur. Hein. Exactement, donc on réfléchit effectivement avec nos tutelles à une évolution aussi de ce rôle de médecin coordonnateur avec des fonctions plutôt de médecin prescripteur, médecin référent EHPAD. Et aujourd'hui, nous sommes contraints de fonctionner avec un personnel intérimaire. Un personnel intérimaire qui ne peut répondre aux besoins de nos aînés sur un lieu de vie. Dans un lieu de vie, nos aînés souhaitent une stabilité du personnel de façon à avoir une personnalisation de l'accompagnement dans la durée. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on subit, on est contraint, ils subissent à être accompagnés avec un personnel qui tourne. Et cet élément-là est dénoncé à travers nos questionnaires de satisfaction, que ce soit au niveau des résidents ou des familles. Donc d'où la nécessité vraiment de repenser nos structures pour renforcer l'attractivité. Oui, c'est ça. Donc peut-être réfléchir au modèle justement pour que les personnes aient de nouveau envie de revenir en EHPAD. Hein. C'est bien ça. L'actualité ne nous a pas aidés aussi. Hein. Non, on a une sûr. Mauvaise image. La crise Covid aussi. On a des équipes épuisées. Donc effectivement, le sujet, il est aujourd'hui. D'accord. Très bien. Natacha Leca, est-ce que vous souhaitiez réagir sur ce sujet ? Oui, bien sûr. Alors moi, je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit par mes trois collègues sur les limites des établissements, et je rejoins complètement Oumou pour le vivre, évidemment, sur les 120 structures de Vive 3. On vit exactement les mêmes limites qu'elle évoquait tout à l'heure. Moi, j'aimerais revenir peut-être sur deux points qui... peut-être à partager avec vous en tout cas, qui n'ont peut-être pas été évoqués jusqu'à présent, sur ces limites de ce modèle d'établissement et ce qui fait que aujourd'hui c'est en gros tout n'est pas ça, ce que disait Pierre-Alexandre tout à l'heure dans l'enquête d'Hold Up, et les 90% de seniors qui veulent surtout pas y entrer. Il y a le fait peut-être que les établissements aujourd'hui sont perçus, alors peut-être pas tous, mais en tout cas en grande majorité, par des lieux d'expertise, et que probablement on n'intègre pas suffisamment bien les aidants familiaux, on l'a évoqué tout à l'heure avec la table ronde précédente, et que probablement qu'il y a un sujet d'ouverture, de pédagogie à faire aussi par rapport à ces structures-là, qui, à mon sens, ne se fait pas suffisamment. En tout cas, on est trop frileux, je pense, sur le sujet. Et puis, un deuxième point que je souhaitais aborder pour compléter les propos des collègues de la table ronde, c'est, et Loïc Bertrand le connaît bien, parce que pour l'avoir d'ailleurs discuté avec lui quelques fois, c'est aussi de pouvoir rendre ces établissements comme des lieux de travail aussi pour nos collaborateurs, je dirais, attractifs, en termes de conditions de travail et de qualité de vie au travail. Et ça fait aussi partie, bien évidemment, des limites pour moi aujourd'hui du modèle à l'établissement, que l'on se penche non seulement sur les conditions d'accompagnement des résidents, évidemment, mais aussi sur les conditions de travail des collaborateurs. Et aujourd'hui, effectivement, on est à bout de souffle, je dirais, sur le modèle actuel de ces structures. D'accord, très bien. Alors, justement... Loïc Bertrand, par rapport à toutes ces limites-là, il y a deux positionnements. Soit on rase tout et on fait autre chose, soit on essaie quand même de faire évoluer un modèle qui, malgré ses limites, présente un certain nombre de vertus, qui peut être réorganisé. C'est quoi votre position ? Vous êtes un radical de la suppression ou au contraire un modéré de l'évolution ? Voilà, je vous pose la question. On pourrait penser que nous sommes chez Corse des radicales de la suppression, mais pas du tout. Non. Au contraire, j'ai envie de dire, on va militer pour la conservation de l'EHPAD. Le sujet, par contre, qui est fondamental, c'est redéfinir la lisibilité de l'établissement. Et ça, c'est notre point crucial. Thierry parlait d'un point, et vous le mettiez en exergue au départ, et il suffit juste de relire le rapport Jean Delguerin, il suffit juste de regarder ce que vient de redire
professeur Jandel, ce week-end dans le Figaro, on a 20 000 nouvelles personnes dépendantes, voire très dépendantes, qui vont arriver par an. 20 000, c'est 220 établissements nouveaux, si je le prenais en établissement. Aujourd'hui, le point qu'on a et qui est fondamental, c'est utiliser l'EHPAD pour ce qu'il est, c'est-à-dire le dépendance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on a une mixité d'accueil à l'intérieur de l'EHPAD, on accueille tout et tout le monde, parce que la personne est âgée. Aujourd'hui, on n'a pas et on n'aura pas assez de places dans la totalité des établissements existants pour accueillir la dépendance. Juste la dépendance. Donc du coup, recentrer l'établissement, au contraire, conservons-le, remettons-le bien en phase sur l'accueil de la dépendance. Et on a eu, alors pour le coup, on a la chance de faire partie du cercle Vulnérabilité et Société, on a eu une très intéressante discussion sur l'accompagnement de fin de vie et notamment les EHPAD. L'EHPAD est le premier service de soins palliatifs de France. Donc recentrons l'EHPAD sur l'accompagnement de la dépendance et l'accompagnement digne de la fin de vie, utilisons les structures telles qu'elles sont et sortons de l'établissement EHPAD toutes les personnes qui n'ont rien à y faire. Si on fait ça, au contraire, maintenons nos EHPAD, transformons-les, sortons des principes du domiciliaire, ce qu'attend une personne quand elle est ultra dépendante ou en accompagnement de fin de vie, c'est pas 2 fauteuils en velours et une étagère maison du monde. Ce qu'elle veut, c'est un environnement chaleureux, accueillant, doux, qui va l'encadrer. Et transformons tout ce schéma domiciliaire, ramenons-le, il est fondamental. Dans les résidences autonomie, dans les résidences, dans l'habitat partagé, etc. C'est là qu'on va retrouver ce schéma domiciliaire d'accompagnement, de soutien à l'autonomie. Mettons nos EHPAD dans ce pourquoi ils ont été créés et ce à quoi ils doivent être dévolus, l'accompagnement de la dépendance, et surtout appuyons l'accompagnement digne de la fin de vie dans ces établissements. Si ça, on le fait, au contraire, il faudrait même des places complémentaires d'établissements dans cet axe-là. Voilà, nous, c'est notre position, et l'accompagnement de l'EHPAD est celui-ci. Thierry Calvat, est-ce que vous partagez ce diagnostic-là? J'ai pas de tentation de grand arasement de l'EHPAD. Sachant que si on poursuit cette réflexion-là, il faudrait effectivement sans doute renforcer les moyens médicaux des EHPAD qui sont, on le sait, insuffisants aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce projet justement de recentrer les établissements sur cette question de la dépendance et peut-être d'un peu moins penser l'EHPAD comme un lieu de vie? Parce que si je vous suis bien, c'est un peu ça. C'est ce que nous on appelle dans ce schéma le soin caché. C'est-à-dire que l'EHPAD doit être beau, il doit être absolument accueillant, il doit être chaleureux, avec un soin caché, mais où l'accompagnement, ce dont on va avoir besoin dans ce cadre-là, c'est des prises pour les respirateurs, c'est tous ces aspects-là qui vont être nécessaires dans l'établissement. Et au contraire, passons en amont tout ce schéma domiciliaire, tout ce schéma d'accueil. D'accord, très bien. Et ça reste un lieu de vie, en fait, qui est effectivement un lieu de vie jusqu'à la fin. Je pense qu'effectivement, la dimension de soins palliatifs est intéressante. Donc oui, enfin, je pense qu'il y a sans doute à raisonner ce modèle, mais sans doute les mots sont-ils piégeux? C'est-à-dire que les termes mêmes qu'on utilise de transition démographique renvoient immanquablement à l'idée de la transition énergétique. Enfin, oui, ça fait penser à ça. Oui. Et alors, quand on regarde ça, on se dit finalement, c'est pour ça que je parlais de la tentation du grand arasement, c'est de se dire, on va en finir avec une énergie pour passer à une autre énergie. Ce qui est globalement le sens de la question quand on pose, si vous voulez, faut-il supprimer les EHPAD? C'est un peu comme je dis, faut-il supprimer le pétrole? Comme il y a 2 siècles, on aurait dit, faut-il supprimer le charbon? En fait, et quand vous le regardez, vous apercevez que ce que l'on appelle la transition énergétique, c'est une fake news. C'est-à-dire que l'ensemble des énergies ne se remplacent pas, elles s'empilent. Et il y a même ce que les experts appellent l'effet de symbiose. C'est-à-dire que l'une rend possible l'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas de charbon si vous n'avez pas de bois, vous n'avez pas de pétrole si vous n'avez pas de charbon, et vous n'avez pas d'énergie renouvelable si vous n'avez pas de pétrole. Donc aujourd'hui, toute la réflexion, me semble-t-il, qui doit s'engager, elle revient moins à est-ce qu'il faudrait supprimer le vilain EHPAD pour aller se projeter dans une sorte d'avenir un peu imaginaire, que de se dire quelle mission spécifique on accorde à l'EHPAD et dans quelle mesure il peut permettre de construire des offres forcément complémentaires et des nouvelles offres qui sont par exemple, ça a été abordé pendant la table ronde précédente, qui sont par exemple l'habitat partagé. Mais envisager l'EHPAD comme le point de départ à autre chose, c'est d'une certaine façon la condition nécessaire
pour que l'autre type et les alternatives puissent exister. Donc on n'est pas dans une logique et du coup prendre son envol aussi. Et prendre son envol. Parce qu'on sort de cette espèce d'entre-deux. Voilà, moi ce que je voulais juste insister, c'est qu'on n'est pas dans une forme de logique de concurrence qui souvent sont vécues par les familles comme celle-là. On dit j'ai l'EHPAD ou l'habitat partagé ou la colocation ou l'habitat inclusif, mais au contraire pouvoir l'inscrire dans une forme de parcours un peu progressif d'une question qui par ailleurs dans l'ensemble des parcours médicaux est rarement abordée, qui est celle de l'habitat. Elle est rarement abordée par les professionnels de santé. C'est sûr. Bah oui. Oui, parce que la méconnaissance n'est pas forcément grande, et donc comme elle n'est pas abordée par les professionnels de santé, on se retrouve en bout de course, au moment où la décision doit être prise, dans quelque chose qui est plutôt une forme de choc, où il faut réagir en urgence. Donc oui, moi, je partage complètement cette idée qu'il faudrait requalifier finalement les usages de l'EHPAD, qu'ils soient de demain, d'aujourd'hui de toute éternité. Voilà. Ok, très bien. Natacha Leca, est-ce que justement vous partagez cette vision de recentrage d'un certain nombre de missions des EHPAD, ou en tout cas autour d'une fonction bien spéciale, comme le proposent Loïc Bertrand et Thierry Calvat? Oui, je le partage. Je dirais qu'aujourd'hui, en fait, ce qui est un peu difficile pour nous, pour requalifier les missions à venir en fait, de ces établissements, c'est un peu la zone grise dans laquelle on est, tant que finalement ce fameux virage domiciliaire qui est porté beaucoup aujourd'hui par un certain nombre de textes n'a pas une opérationnalité encore très visible en tout cas. Et moi j'ai l'impression, et pour le partager avec pas mal de monde, qu'on est un peu dans un ventre mou qui fait qu'on n'arrive pas à se positionner, et que la lisibilité qu'évoquait Loïc tout à l'heure, en fait, on n'arrive pas à l'appréhender. Parce que justement, quelque part, les frontières du domicile, enfin, j'aime pas parler de frontières, mais en tout cas, le cadrage de ce virage domiciliaire, donc de toutes les solutions du domicile ne sont pas complètement précisées. Et ça, je pense que tant qu'on n'aura pas quand même cette visibilité-là, on va avoir du mal quand même à qualifier véritablement les futures missions de ces établissements. Mais néanmoins, il y a des pistes qui ont été soulevées par Thierry et Loïc, et effectivement, j'y souscris. Je rajouterai quand même le sujet des personnes atteintes de troubles cognitifs. Aujourd'hui, on a à peu près 2/3 des résidents dans les établissements qui sont atteints de troubles cognitifs modérés à sévères. Oui, évidemment, sur le volet de la fin de vie, c'est une évidence, mais il y a quand même toute l'approche de ces résidents qui arrivent en situation de maladie parfois avancée, avec des phénomènes de déambulation et de troubles du comportement. Et je pense que une des missions de ces établissements va être de se recentrer très fortement. Là, je souscris un certain nombre de rapports sur le sujet pour que l'on puisse accueillir probablement un peu différemment, ou en tout cas avec d'autres modalités, ces personnes qui vont arriver en masse, puisque on le sait quand même, le phénomène de la maladie, notamment d'Alzheimer ou de troubles cognitifs qui arrivent à domicile, est souvent la situation de rupture par rapport à l'accompagnement à domicile, notamment en situation de déambulation ou de fugue. Et donc ces personnes-là vont se retrouver forcément en hébergement collectif, à tout le moins. Et donc ça, c'est aussi pour moi, en tout cas, un profil de public qu'il faut s'attendre à accueillir de façon importante, en masse en tout cas. Très bien. Madame Kofalak, justement, sur ces recentrages, on parlait de soins palliatifs, on parlait de maladies neuroévolutives. Est-ce que justement ça doit se doubler, justement ce changement, ce recentrage des missions sur les personnes qui sont en situation de polypathologie ou atteintes de maladies neuroévolutives? Est-ce que ça va impliquer justement aussi beaucoup plus de moyens médicaux, parce que pour avoir entendu un certain nombre d'acteurs de terrain, notamment à l'occasion de la crise sanitaire, les collaborations avec l'hôpital ne suffisent pas toujours à répondre aux besoins des résidents, et puis les passages à l'hôpital ne sont pas toujours très très heureux. Est-ce qu'il va y avoir une nécessité aussi de mettre plus le moyen, de mettre le paquet en termes de moyens médicaux dans les EHPAD pour relever ces différents défis? Alors je rejoins les témoignages précédents et qui complètent aussi un peu la vision de notre groupe, de repenser en fait un parcours de vie et de soins
D'un côté, tendre vers une nouvelle conception du maintien à domicile qui répond aussi à la demande de nos aînés de rester le plus possible à domicile, mais un domicile qui sera sûrement pas le domicile historique. Parce que la maison individuelle à étage ou l'appartement avec la salle de bain non adaptée ne conviendra pas à l'évolution de la dépendance de la personne âgée. Donc un nouveau domicile adapté pour accueillir tous les dispositifs de maintien à domicile avec les SSIAD, les soins infirmiers. Et d'un autre côté, tendre vers une nouvelle conception de l'EHPAD qui va évoluer, qui va accompagner l'évolution de la dépendance grâce à une sanitarisation qui va se traduire effectivement par la médicalisation de l'établissement à travers le recrutement de personnel médical et avec une inscription aussi sur le territoire et des liens avec donc l'hôpital, avec les équipes mobiles, être vraiment un centre de ressources territoriales, pouvoir proposer des lits de repli ou de l'accompagnement, l'accompagnement à domicile, vraiment se spécialiser en fait sur la perte d'autonomie et être une structure aussi aval après tous les dispositifs de maintien à domicile. On souhaite également mettre l'innovation au profit de la qualité de vie de nos résidents et de nos salariés. Tout à l'heure, Thierry a évoqué effectivement l'aspect générationnel et notre offre aujourd'hui ne correspond sûrement pas aux attentes de demain. Et on a parlé, donc Natacha a parlé effectivement le fait que nous accueillons de plus en plus des personnes présentant des troubles cognitifs, des personnes âgées qui ont une pathologie d'Alzheimer ou maladie apparentée qui se traduit par une déambulation, une errance. Et aujourd'hui, ces personnes, nous les accueillons à travers des unités de vie fermées. Je dis bien fermées parce que c'est vraiment à travers un digicode que nous pouvons entrer sur ces unités-là. C'est assez violent de l'exprimer, mais c'est réel, c'est nécessaire. Par contre, c'est violent pour les personnes, mais c'est violent aussi pour les personnels. Exactement. C'est pas évident de travailler toujours au contact de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc nous essayons, grâce à un partenariat avec des ingénieurs, des industriels, avec les familles et les professionnels, à essayer de développer une alternative à ce modèle de prise en charge, grâce à un projet qui se nomme LISE, qui se traduit par une géolocalisation et une cartographie de l'établissement, permettant un espace de déambulation plus important au sein de notre de l'environnement, mais en essayant de garder le même niveau de sécurité. Très bien. Alors justement, on va en venir justement, puisqu'on a évoqué, on est parti d'une question un peu radicale, un peu provoque. On en est arrivé à avoir une vision un petit peu plus modérée, mais en tout cas on s'imagine ce que pourraient être les choses, en tout cas ce pourrait devenir les établissements à moyen terme. Est-ce que tout de suite aussi il y a des choses déjà qui se mettent en place? Je voudrais justement, Madame Kofalak, vous demander ce que vous avez mis en place dans le cadre de la Cité des aînés. Qu'est-ce que c'est que la Cité des aînés? Qu'est-ce que vous avez mis en place là, maintenant, tout de suite, pour commencer déjà à apporter des réponses un peu nouvelles, si j'ai bien compris, d'un ensemble d'établissements. C'est-à-dire que la Cité des aînés, c'est des EHPAD, mais aussi de la résidence autonomie et du service aussi. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'organise tout ça et en quoi quelle est la philosophie justement de cette fameuse Cité des aînés? Effectivement, aujourd'hui, donc j'ai l'honneur de piloter la Cité des aînés de Saint-Étienne, qui a ouvert il y a maintenant 4 ans de là. Il paraît qu'il y en a une à Montpellier aussi. Il y a eu une deuxième à Montpellier, puis Valence. Et Valence aussi, d'accord. C'est un concept labellisé de notre groupe. Celle de Saint-Étienne se veut proposer un parcours de vie de la personne âgée avec 12 logements adaptés, puis avec une résidence autonomie de 35 appartements qui se veut proposer une alternative entre le tout domicile et le tout établissement, ainsi qu'un EHPAD de 159 lits
sectorisées, avec des unités de vie fermées, des services de maison de retraite, des unités de grande dépendance, une unité de personnes handicapées aussi avancées en âge. Et l'architecture désormais de cet EHPAD a été réfléchie de façon à améliorer certains inconforts, notamment en proposant des salles à manger à chaque niveau. Qui nous a permis de réduire le chariotage de nos aînés et les bouchons au niveau des ascenseurs. Parce que c'est vraiment une situation réelle que je vous exprime. Nous proposons également une modularité des unités qui nous a également servi dans la gestion de différentes épidémies, parce qu'on a été aussi touché par la Covid. Mais ces unités-là, cette modularité-là va aussi répondre à accompagner l'évolution de la dépendance. C'est-à-dire que dès qu'on va fermer ces deux portes au niveau d'un étage, on va pouvoir créer des unités de grande dépendance et proposer une équipe en correspondance aux besoins de nos aînés. Le tout est relié à travers une rue commerçante qui se veut décloisonner l'institution sur la vie du quartier, avec pour but de réduire l'isolement qui est induit par l'entrée en institution. Et donc, Thierry a évoqué les tiers-lieux. Donc, nous avons différents tiers-lieux au sein de la Cité des Aînés. Principalement, nous avons donc une brasserie, un salon de thé, qui permet à nos aînés, à quelques pas de leur lieu de vie, de fréquenter l'extérieur à travers cette brasserie, de se faire plaisir et être mélangés à la patientèle lambda, qui est composée de leurs proches, du voisinage, des salariés. Et c'est vrai que c'est un moyen de maintenir la citoyenneté de nos aînés. C'est aussi un sujet de pouvoir maintenir cette citoyenneté malgré être entré en structure médico-sociale. Nous avons également une conciergerie, un service de conciergerie physique et en ligne qui permet à nos aînés de pouvoir dépenser en autonomie sans passer par leurs proches. Pour un petit plaisir. Ça peut être un petit croissant ou un paquet de chocolat jusqu'à des produits de première nécessité ou un vêtement. Donc un service de conciergerie qui permet de livrer jusqu'au chevet du lit. Nous avons également un espace culturel, parce que à travers notre modèle, ce que nous souhaitons aussi, c'est de maintenir les habitudes de vie de nos aînés, une fois aussi rentrés au sein de la Cité des Aînés. Donc on a un partenariat avec la direction culturelle de notre ville, donc de Saint-Étienne, qui nous permet de proposer toute activité culturelle, artistique au sein de notre EHPAD à travers cet espace culturel. Et pour compléter, je sais pas, je déborde peut-être, mais on a un espace de coworking, des jardins partagés, de façon à vraiment mettre en œuvre tout un environnement aux besoins de nos aînés. D'accord, donc déjà il y a beaucoup de choses et ça rejoint un peu ce que nous a dit Loïc Bertrand, on lui donnera la parole ensuite, mais sur cette espèce déjà de dispatchage en fonction de la situation des personnes. Natacha Leca, vous avez aussi innové déjà en mettant en place un certain nombre de dispositifs pour les personnes âgées que vous accompagnez. On avait évoqué, quand on a préparé l'émission, le référentiel gérontologique que vous avez mis en place pour permettre aux personnes qui sont accompagnées de mener une existence la plus proche que celle qu'elles vivaient à domicile avant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce dispositif-là et peut-être sur d'autres dispositifs aussi que vous avez souhaité mettre en place ? Oui, merci. Oui, effectivement, je voulais partager avec vous deux démarches qui sont actuellement entreprises au sein des régions VIF 3. Alors, juste VIF 3, c'est aujourd'hui 230 structures au total sur le territoire national et 120 EHPAD. Une vingtaine de résidences autonomie et de l'habitat accompagné partagé pour le reste. Effectivement, alors si vous le permettez, Antoine, je vais déjà commencer par l'approche plutôt systémique d'intégration en fait d'un établissement EHPAD dans un projet sanitaire. Alors c'est un projet qui aujourd'hui se tient en Occitanie, dans la ville de Valence d'Albigeois,
où les collègues de Vive 3 Terre Doc ont travaillé alors avec les partenaires, les équipes, évidemment l'Agence régionale de santé Occitanie et puis le conseil départemental, en fait à l'intégration d'un EHPAD. Alors vous m'excuserez, c'est écrit EHPAD de demain, Loïc, désolé, mais en tout cas c'est comme ça qu'il a été identifié. On va lui donner la parole à Loïc après. Un établissement qui prend en fait sa place dans un pool de ressources qui sera demain spécialisé, qui s'appuie aussi sur les richesses importantes du monde mutualiste et notamment en termes de prévention dentaire, optique et audition. Évidemment en s'appuyant sur notre réseau Écoutez Voir. Et c'est un EHPAD qui va être spécialisé plutôt sur la santé mentale parce que c'est un besoin du territoire sur l'Albigeois. Et donc le choix a été fait en fait de spécialiser cet établissement. Donc vous voyez un exemple d'EHPAD qui finalement trouvera pour le coup sa voie de demain dans une spécialisation qui sera peut-être d'un autre champ que celui de la dépendance, aussi forte qu'on l'évoquait tout à l'heure, mais sur celui de la santé mentale, qu'on connaît bien aussi en mutualité, hein, puisqu'on a notamment les expertises des collègues de la MGEN, et on s'appuiera d'ailleurs sur ce qu'ils font. Donc ils vont mêler aussi domicile, et puis un SMR spécialisé en géronto, en gériatrie, en gérontopsie. Et puis effectivement, Antoine, le sujet de ce référentiel qui s'appelle les orientations de la maison du grand âge, dont vous allez voir la première page de couverture, c'est un guide qui est téléchargeable, hein, il est en ce qu'on appelle en open source, donc vous pouvez le télécharger, qui a été travaillé par les équipes de Vive 3 Bourgogne, donc en lien avec des résidents, des familles, des collaborateurs, hein, des équipes, et puis l'ensemble des équipes de Vive 3 Bourgogne sur le champ personnes âgées. Et en fait, dans ce référentiel, vous allez y retrouver 4 thématiques, un certain nombre de fiches pratiques qui vont évoquer tant, par exemple, effectivement, comme le disait Loïc Bertrand, comment je dissimule finalement le caractère sanitaire d'un établissement derrière un cadre chaleureux d'un espace de soins ou tout simplement d'une chambre. Comment je peux aussi interpeller des équipes, apporter un regard positif sur la vieillesse jusqu'à la transition énergétique, on l'évoquait tout à l'heure avec Thierry, et sur l'ouverture aussi des établissements sur le territoire. À noter d'ailleurs que ce guide a fait l'objet de challenges au sein de Vive 3 Bourgogne, puisque des EHPAD en fait se sont emparés de cette approche qui les interpellait à travers ces fiches thématiques. Et il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises du coup en œuvre pour rentrer dans une approche peut-être plus domiciliaire effectivement qu'aujourd'hui ne l'étaient ces établissements. Donc c'est très intéressant. Et puis, mais je voulais quand même dire que pour ces deux projets qui illustrent évidemment aussi, ce ne sont que des illustrations de tout ce que l'on peut faire, mais il ne faut pas oublier quand même que ce sont des investissements importants, pas seulement immobiliers ou mobiliers, hein, mais des investissements aussi humains en termes de formation, parce que tout ça, ça s'accompagne évidemment aussi de formation des équipes à cette nouvelle approche. C'est aussi des investissements en termes d'attractivité. C'est aussi des investissements à destination évidemment des aidants et des futurs résidents. Et il ne faut pas oublier que tout ça a un coût et qu'on peut innover, certes, que l'on a plein d'idées, mais il ne faut pas oublier effectivement le caractère de l'investissement qui est conséquent dans tous ces projets. Très bien, je vous remercie. Je vais peut-être laisser réagir Thierry Calva sur ce sujet. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Les dispositifs sont très intéressants. Qu'est-ce qu'on peut en retenir et justement, peut-être repartir de cette dernière observation sur la question de l'investissement aussi, parce que c'est pas comme ça. Hein, alors, il y a la question de l'investissement financier, puis il y a la question de l'investissement personnel. Mais juste avant, c'est en vous écoutant, j'avais juste l'impression que vous avez réinventé, et je trouve ça très bien, hein, c'est pas du tout une critique, un centre commercial. C'est-à-dire que la description que vous faites, c'est celle d'un centre commercial au sens où ça a été pensé comme des lieux de vie. Et pas le côté consommatoire de l'affaire. Mais on est clairement dans une logique qui est une logique qui invite à repenser. Et ce qu'on se dit assez souvent avec Loïc dans les discussions qu'on a, c'est on se dit il y a peut-être des idées à aller chercher,
dans d'autres secteurs que les nôtres. Voilà, c'était juste... Mais moi, ce que vous dites, c'est très intéressant parce que ça rejoint un certain nombre d'observations que pourrait faire la philosophe Gabrielle Alpern, qui parle beaucoup sur l'hybridation. En fait, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de lieux, c'est-à-dire une gare n'est plus une gare, c'est bien autre chose. Exactement. Voilà. Et là, on a la description que vous en faites, on enlevait le mot aîné et on aurait mis produit, vous voyez, on aurait quasiment... Non, mais c'est un peu caricatural, évidemment, mais c'est vraiment... et je ne doute pas que les gens doivent, à un moment donné, parce que ça a été conçu pour ça, s'y retrouver. Moi, je voudrais juste insister, puisqu'on évoque la question de l'investissement, c'est l'investissement humain, c'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine façon, me semble-t-il, quel que soit le dispositif qu'on met en place, mais dès lors qu'on est sur des modèles plus alternatifs, donc plus ouverts, que ce soit de l'habitat partagé, que ce soit éventuellement de l'EHPAD modifié tel que vous le présentez, c'est l'investissement des familles. C'est-à-dire qu'il y a une forme de face cachée à l'innovation, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les familles acceptent plutôt positivement les dispositifs qui sont proposés. Il ne faut quand même pas oublier, et quitte à être un petit peu provoquant, mais de toute façon on l'est depuis le début, qu'il y a quand même beaucoup de familles qui voient dans l'entrée en EHPAD une façon de réduire considérablement l'implication qui est la leur aux côtés de la personne qu'elles accompagnent, notamment de façon durable. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il y a une forme d'aboutissement. Ça ne veut pas dire qu'elles vont s'arrêter, ça veut dire qu'il y a une forme de responsabilité qui pesait jusqu'à présent sur elles. Une forme de passage de relais. Et qui est un passage de relais. D'une certaine façon, on repasse le mistigris. Et là, dans les systèmes qui sont proposés, les dispositifs qui sont proposés, que ce soit le domicile renforcé, que ce soit l'habitat partagé ou d'autres formules, ça veut dire quand même qu'elles ne sortent pas complètement du jeu. Et que ça, c'est à mon avis un enjeu qu'il faut garder en tête, parce que c'est sans doute un des leviers, et possiblement un frein, quant à la réalisation ou pas des innovations. Voilà, ça peut être, à mon avis, un point de blocage. Très bien. Loïc Bertrand, quelques mots justement autour de ces innovations qui ont été présentées. Bon, c'est vrai que sur l'affiche, il y avait marqué EHPAD de demain. Mais voilà. C'était l'EHPAD du jeudi, en fait. Voilà. Je ne reviens pas sur l'importance de la sémantique. Non, le point positif pour moi, quand on écoute effectivement ce que dit Mu ou ce que dit Natacha, c'est qu'en fait, à court terme, et je parle vraiment à court terme, je ne parle pas à ce stade d'une révolution copernicienne ou du fait de se dire on va changer le paradigme complet, c'est qu'on a tous les outils. Et quand je dis qu'on a tous les outils, on reparlait tout à l'heure de lisibilité ou d'extension des schémas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a du domicile, de l'accompagnement domiciliaire potentiel, on a des résidences autonomie, de l'habitat partagé qu'on va appeler habitat intermédiaire qui va se passer entre le domicile et on va dire finalement l'institution finale que peut être l'EHPAD. Et on a aujourd'hui des points à corriger mais qui sont facilement corrigeables. Alors je vais peut-être encore choquer plein de gens, mais je ne comprends pas par exemple ce que font des PHV en EHPAD. Aujourd'hui, on a quand même des gens qui arrivent dans des EHPAD sur des schémas de PHV, qui ont vécu pendant des dizaines d'années dans des foyers d'hébergement, dans des endroits, et d'un seul coup on leur dit monsieur, madame, vous êtes à la retraite, vous avez 75 ans, donc, et je ne reviens pas sur le débat PCH-APA, mais vous allez vivre en EHPAD. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable aujourd'hui de laisser dans le schéma du handicap l'accompagnement? Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont déjà allées dans des masses, dans des femmes, etc., vous savez très bien qu'ils accompagnent des personnes de 70 ans, 80 ans, voire plus. Et souvent, pourquoi? Et finalement, ils les accompagnent très bien et les personnes sont ravies. Ça fait 25 ans qu'elles sont dans le même établissement. C'est juste qu'il n'y avait pas de place. Donc de toute façon, on les accompagne et on les accompagne merveilleusement bien. Sortir quelqu'un qui depuis 15 ans vit dans un établissement pour le mettre dans un EHPAD sous un schéma PHV, alors tous les gens qui ont dû créer les PHV doivent faire des bons comme ça, mais je n'en comprends pas l'utilité. Donc pour moi, déjà, mettons aux bons endroits, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire rendons lisible le schéma, remettons aux bons endroits les bonnes choses. Natacha parlait tout à l'heure des personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou neuroévolutives. Aujourd'hui, générons des maisons Alzheimer. Enfin, cet après-midi, je sais Guillaume Desnaux est là. On travaille avec eux sur le développement de leur habitat partagé Alzheimer. Voilà, c'est des solutions. Alors oui, on va arriver sur des schémas du HR ou de cette typologie qui vont nécessiter des schémas d'accompagnement spécifiques, mais c'est pas la majorité. Et en fait, si vous avez un schéma qui est simple et que vous réaffectez l'habitat, le domicile autant que possible, vous étendez le schéma
la résidence autonomie et la proposition de loi qui a été faite il y a 3 jours, 3 ou 4 jours, en fait, je ne sais plus, par les parlementaires qui vient d'être envoyés au Sénat de décloisonner et de faire sauter tous les quotas de la résidence autonomie, permettront ce point. Si les sénateurs le votent, ça permettra ce point. Et finalement, l'EHPAD restera ce qu'on disait au départ, ces différents points. On est capable, aujourd'hui, à très court terme, avec les outils existants, de faire ce genre de choses. Donc, faisons-le. Sachant qu'en plus, les réponses peuvent être variables, effectivement. Les réponses sont variables. La multiplicité des choix permettra aux personnes âgées de choisir leur mode d'habitat. Donc, faisons-le. On a les outils. Reprenons et réaffectons proprement, rendons lisible le schéma général, remettons les bonnes, enfin on parlait tout à l'heure d'inclusivité, d'intergénération, remettons-le en amont de l'EHPAD, remettons-le en accompagnement de la résidence autonomie, remettons-le dans des schémas comme ceux qu'a présenté UMU, reprenons ces schémas et arrêtons de vouloir tout mettre dans l'EHPAD et on verra que ce schéma fonctionne à merveille. Il fonctionne, UMU en a parlé, on travaille exactement la même chose sur une restructuration de centre-ville en faisant disparaître et un EHPAD et une résidence autonomie, en reconstituant de l'habitat central. Voilà, c'est des choses qui existent et qui existent aujourd'hui. On n'est pas demain, on n'est pas dans le futur, c'est aujourd'hui, on a les outils et pour moi c'est le super point positif. Utilisons-les et arrêtons de s'engouffrer dans des schémas qui sont des schémas nationaux qui n'amènent pas, et on verra le dernier point, le schéma territorial. Appuyons-nous sur le territoire. Voilà. Alors sur ce schéma territorial, je vais vous faire réagir très rapidement parce que là on commence à dépasser un tout petit peu. Je voudrais qu'on termine à l'heure. Donc justement sur cette importance justement d'apporter des organisations qui soient adaptées à la réalité des territoires dans la poursuite de est-ce que c'est important justement qu'il y ait une implication, j'imagine que oui, de tous les acteurs à l'échelle locale, puisque si on évoque tout ça, c'est pour dire qu'en fait, vous évoquez justement ces espèces d'injonctions nationales qui ne tiennent pas compte de la réalité des choses et qui créent de la complication. Pourquoi c'est important de faire on va dire du bottom-up en la matière? Pour moi, la territorialité, elle est fondamentale. C'est même, j'enfonce une porte ouverte en disant ça. Je pense que personne ne dira que la territorialité est une hérésie. Non, c'est fondamental dans le sens où effectivement les projets qu'on va mener, et Pierre en parlait juste avant, que quand on est en Saône-et-Loire, quand on est au centre de Bordeaux, quand on est en territoire de la Lozère, en plein cœur, etc., on n'a pas les mêmes besoins. Et dire qu'on va commencer à mettre un tiers-lieu, un machin, dans des schémas ça n'a pas de sens. Quel est le besoin du territoire? Quel est le besoin du village? Quel est le besoin du centre-ville? Juste pour factualiser les choses, on travaille aujourd'hui, on a travaillé avec Vive 3, par exemple sur le département de l'Hérault. Le premier point qui avait été demandé en reconstruction, c'était quoi? C'était reconstruction d'un EHPAD. Eh bien, on a fait une analyse territoriale et on s'est rendu compte, tout comme Natacha le présentait pour le village albigeois, là, que le besoin était un besoin extrêmement axé sur la gérontopsie et l'accompagnement de la personne handicapée vieillissante. Donc il a fallu modifier tout le schéma initial, le réaffecter au point. C'est des choses extrêmement basiques, mais on va se retrouver dans ces analyses tout le temps. C'est-à-dire que le territoire prime, le besoin prime et la pathologie, enfin le schéma de mise en avant de la pathologie va aussi mettre en avant le besoin associé. Quelque part, le bassin de population concernée prime, c'est ça. Puis la ruralité, l'urbanité, enfin tout ça, c'est fondamental. Non, mais c'est ça, c'est que la situation d'une région à l'autre n'est pas la même. Pas plus que vous mangez la même chose d'une région à l'autre, vous voyez. Tout à fait. Donc donc il y a une dimension patrimoniale. Comme il faut aller vite, moi j'invite simplement à regarder des choses qui sont menées dans le domaine sanitaire, notamment par la FHF, qui a mis en place ce qu'ils appellent dans le domaine de la prévention une approche dite de responsabilité populationnelle. Et c'est intéressant parce qu'ils prennent des pathologies nationales très impactantes, dont certaines touchent le vieillissement comme l'insuffisance cardiaque, et ils appliquent une méthodologie nationale, mais sur un territoire local, qui fait que les actions qui sont menées sont des actions spécifiquement adaptées à la région, et elles sont propres aux Hauts-de-France, plutôt que les actions dans les Hauts-de-France ne sont pas les mêmes qu'en Aquitaine. Très bien. Natacha, peut-être une réaction sur cette importance des territoires et peut-être l'intérêt justement de réfléchir en termes de bassin de population plutôt qu'en schémas nationaux.
Non, mais c'est ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à chaque territoire, sa détection des besoins, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des schémas autonomie ou que les ARS travaillent des plans régionaux de santé, c'est qu'effectivement, à chaque territoire, des particularités, des caractéristiques, et que le champ du médico-social, évidemment, doit venir avec ses réponses, en fait, proposer des solutions, puis justement à ces problématiques de territoire. Moi, j'ai envie de dire aussi que tout à l'heure, on se disait, faut-il supprimer les EHPAD? On s'est bien aperçu qu'effectivement, il venait en réponse à un parcours d'usagers et qu'il avait toute sa place, avec des réponses plurielles, et qu'aujourd'hui, en plus, à ces établissements, en fait, on les pousse aussi à s'investir sur le territoire et à sortir de leurs murs et à investir justement les bassins de vie. La réglementation aujourd'hui et les textes nous y poussent, mais pour faire un peu la boucle avec ce que disait Pierre-Alexandre tout à l'heure au titre de Hold Up, c'est que la population nous y oblige aussi, quelque part, et que moi j'entrevois le territoire aussi à travers la porte de la participation finalement de la population aussi à toutes ces réflexions. Ouais. C'est important, je pense. La participation citoyenne. Tout à fait. Alors, oui, justement, cette importance de prendre en compte la population et de cette volonté de vivre. Alors, c'est ce qu'on disait dans la table ronde précédente, il y a une volonté de vivre à domicile, mais il y a aussi de volonté de vivre dans un environnement qu'on connaît, un environnement avec des liens qu'on connaît. Alors, moi, j'ai envie de rebondir sur l'importance des acteurs, parce qu'effectivement, on a évoqué des restructurations. Et pour ces restructurations-là, on a besoin du soutien et des accords de l'ARS, du conseil départemental. Oui. On va les voir cet après-midi. Et également de la ville par rapport en fait, à l'emplacement pour pouvoir créer des tiers-lieux. Pour que nous, en tant que gestionnaires, puissions proposer un modèle économique avec un loyer mesuré et un prix de journée acceptable et accessible. Et je me permets aussi de terminer mes propos aussi par rapport au financement de nos structures. Aujourd'hui, on constate qu'au niveau des EHPAD, moi personnellement sur ma structure, entre 2022 et 2023, j'ai une rotation de nos résidents de plus de 30%. Donc ça veut dire que nous accueillons nos résidents sur une durée plus courte, donc une durée moyenne de séjour qui se réduit et qui s'explique aussi avec toutes les structures en amont et les maintiens à domicile que nous avons évoqués. Et nos budgets sont construits avec des taux d'occupation à 99%, en fait, très optimal. Et c'est un taux qu'aujourd'hui qu'on ne peut pas réaliser. Donc même les financeurs doivent avoir en tête cette nécessité de s'adapter. Hein, c'est ce que vous voulez nous dire. Pas parce qu'on manque de demandes, ce n'est pas ça, mais c'est qu'il faut s'adapter pour faire à la réalité des établissements, au turnover. Et on est plutôt, aujourd'hui sur 2023, nous avons baissé sur un taux d'occupation à 98. Voilà. Très bien, mesdames, messieurs, merci pour l'exposé de ces belles initiatives et de ces propos évidemment très éclairants.